Oh, oh, c'est Noël! Et quel plus beau cadeau on peut avoir qu'un cadeau recyclé d'une année précédente. Mais aujourd'hui, on va avoir un cadeau plutôt vieux, puisque ce que je vais vous offrir, c'est ce que Kepler nous a offert tous au Nouvel An 1611, un flocon de neige. Le flocon de neige, si vous avez déjà eu de la neige chez vous, et je vous le souhaite, vous avez peut-être déjà pu constater qu'il partage une forme similaire, avec des symétries à 6 branches. Alors voilà quelques exemples. Un hexagone très stylé, une étoile. Et Kepler, il a cherché à expliquer pourquoi cette forme si particulière apparaît. Pourquoi pas 3, 4, 5 ou même 7 branches, ou pourquoi ils sont plats et pas sphériques. Kepler, il propose des explications dans Étrennes et de la neige sexangulaire, en début 1611, texte qu'il écrit comme cadeau. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de traduction du texte original en français librement accessible, donc je vais faire avec ce que j'ai pu trouver d'autre là-dessus. Pour savoir pourquoi les flocons de neige ont cette forme hexagonale, Kepler va d'abord faire l'analogie avec des choses similaires, comme les ruches d'abeilles ou les graines de grenade. Ces deux exemples donnent deux conceptions du monde. Les graines de grenade sont comme elles sont, en pressant les unes contre les autres. C'est une lecture matérielle du monde. Dans le cas des ruches d'abeilles, Kepler explique que c'est lié à une logique de remplir le plan. On a des formes hexagonales pour des raisons d'utilité, de stabilité. Là, c'est une lecture finaliste du monde, quelque chose de très présent au XVIe siècle. L'enjeu pour Kepler, c'est de voir si la forme des flocons de neige est liée à une cause matérielle, à une cause finaliste, ou à encore d'autres causes qu'il pourrait évoquer. Par exemple, il évoque même la possibilité de ce qu'il appelle une faculté formative, une force de la nature qui choisit une forme avec une volonté selon une combinaison d'aptitudes, ou même une raison esthétique. Mais ce qu'il évoque de plus intéressant, c'est une idée géométrique. Si on imagine des petites billes toutes de même taille, Kepler remarque qu'on peut obtenir deux organisations qui sont denses. Une organisation carrée, ce qu'on connaît aujourd'hui comme cubique face centrique, et une organisation hexagonale. Justifie intuitivement que des motifs à 5 ou 7 côtés ne peuvent pas tenir de façon stable, parce que si on veut garder l'égalité et le contact, bah, ça va pas marcher. Il explique ensuite que 6 côtés, bah, ça marche mieux que 4, parce que c'est une figure qui passe bien le plan. L'hexagone, ça marche bien, et en plus, c'est plus proche du cercle. Toutes ces histoires d'empilement de sphères ont un intérêt particulier, parce que c'est ce qui va donner la conjecture de Claire. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Voyons d'abord quelques implications philo de toute cette histoire. Une observation évidente mais très importante, c'est que Kepler, dans ce texte, il fait pas des maths mais de la physique. En fait, les deux domaines sont beaucoup plus séparés à son époque qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il démontre pas vraiment en fait, parce que c'est pas un standard de l'époque en physique, qui se contente de décrire et catégoriser des phénomènes. Mais on voit quand même quelque chose. Il utilise une vérité générale abstraite, l'empilement de cercles, pour donner une explication du coup abstraite de ce phénomène physique. C'est un exemple d'il y a plus de 4 siècles d'usage de mathématiques en quelque sorte pour donner une raison à un phénomène physique. De fait, il utilise implicitement ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle. Il simplifie la réalité pour avoir des hypothèses qui permettent d'appliquer facilement des résultats abstraits déjà connus pour obtenir une approximation fonctionnelle de la réalité. En particulier, ce n'est pas une explication causale. Il n'explique pas le phénomène à l'aide d'un autre phénomène physique. Mais ce n'est pas non plus une explication finaliste. Il n'explique pas en invoquant une utilité finale. Et sa piste géométrique ne nécessite pas d'invoquer l'esthétique. Mais utiliser un modèle, c'est insatisfaisant pour des raisons simples. Le modèle, ça n'a aucune raison d'être le réel. Kepler conclut la phrase suivante: Nihil sequitur. Rien ne suit. Ça revient à un débat entre réalistes et anti-réalistes au niveau épistémologique. Les théories scientifiques décrivent-elles la réalité telle qu'elle, ou est-ce qu'elles se contentent seulement de donner des descriptions cohérentes des observations faites jusque-là? Je n'ai pas la réponse, et je vous invite à en discuter en commentaire. En attendant, passons à la suite de l'histoire. J'ai dit juste avant que ces travaux de Kepler mènent à sa conjecture, qu'il formule son texte. En énoncé moderne, c'est le suivant. Pour un empilement de sphères égales en espace libre, la densité maximale est atteinte pour un empilement compact, cube face centré et compact, et vaut environ 74%. En fait, c'est pi sur 3 racine de 2. À votre avis, quand est-ce que cette conjecture a été démontrée? Les physiciens et surtout les chimistes s'en servent abondamment en cristallographie depuis longtemps, et l'énoncé n'a pas l'air si difficile que ça. Eh bien, la preuve a été formulée en premier en 1998 par Thomas Hales, apparemment dans une preuve de 339 pages. Une vraie preuve de 339 pages, hein,
pas comme celle de 1 plus 1 égale 2 qui ferait 300 pages, mais qui en fait apparaît vers la page 300 dans un livre. Et en plus, la conjecture de Kepler aura pris un peu moins de 400 ans entre son énoncé et sa démonstration. Au cas où, pour référence, la résolution de la conjecture de Fermat, dont les vulgarisateurs aiment parler pour sa longueur et son temps de résolution, ne fait que 109 pages et a pris 350 ans. En fait, si on entend plus parler de la conjecture de Fermat, c'est parce qu'elle est beaucoup plus importante en raison de toutes ses implications mathématiques. On a quand même créé des domaines des mathématiques, par exemple la géométrie algébrique, spécifiquement pour la démontrer. En 2014, la preuve de la conjecture de Kepler a été validée par ordinateur avec des assistants de preuve. Finalement, les flocons de neige peuvent nous aller loin, n'est-ce pas? Allez, est-ce que c'était pas un magnifique cadeau? Appréciez les vôtres en ce joyeux Noël, passez un peu de temps avec vos proches, et on se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo.